Tremblement de terre en Arménie, dernier bilan entre 50 et 60 000 tués. Le monde entier se mobilise, mais sur place, malgré le drame, la répression contre des nationalistes arméniens se poursuit. Les grèves en France, le Premier ministre dénonce la démagogie de certains, c'est la CGT qui est visée. Concrètement, des perturbations demain encore à la RATP, dans certains centres des PTT et des menaces à la SNCF. Dans 4 jours entre en vigueur le revenu minimum d'insertion destiné aux Français en voie de marginalisation par la pauvreté. Mais pour certains, c'est malheureusement déjà trop tard. Enquête dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Le dernier bilan officiel du tremblement de terre en Arménie soviétique est ce soir de 50 à 60 000 morts, 12 500 blessés et un demi-million de sans-abri. De nouvelles images nous sont parvenues cet après-midi, vous allez les voir. Une chaîne de solidarité internationale s'organise, nous allons en rendre compte. Mais d'abord, les premiers témoignages de victimes transportées d'urgence dans tous les hôpitaux de Moscou. Reportage de Dominique Thiers et Jean-Marie Lequertier. Il lutte contre la mort. Il est resté plus de 48 heures bloqué sous des tonnes de béton. Sa vie est accrochée à une machine, un rein artificiel. Nous interrogeons le médecin. Pourrez-vous le sauver? Silence, réponse. Nous essayons. Essayez, tentez l'impossible. Le plus grand service de traumatologie de Moscou a reçu ce matin 27 blessés. Les cas les plus graves, ils sont tous hébétés, l'œil hagard. Ils ne savent pas encore qu'ils sont peut-être les seuls survivants de leur famille. Spectacle de souffrance, de désolation, ceux qui reprennent conscience s'inquiètent. Pourquoi suis-je là? Où sont mes enfants? Les infirmières rassurent. Tout va bien, calmez-vous, on s'occupe de vous. Des membres fracturés, broyés, des traumatismes crâniens, des poumons perforés, tous sont dans un état critique. Cette femme a reçu une avalanche de blocs de pierre sur le corps, nous dit le docteur Cherbiuk. C'est ce que l'on appelle le crash syndrome. Elle a besoin d'un rein artificiel, mais nous en manquons. Nous n'en avons que 2 dans l'hôpital. Nous avons aussi besoin de plasma, ajoute-t-il, avant de nous remercier pour ce que la France a déjà fait. Pas une minute de repos pour le personnel médical. D'autres blessés arriveront ce soir, tard dans la nuit. Dans la petite église du cimetière arménien, des centaines, des milliers de fidèles viennent aux nouvelles. C'est là que l'on s'échange les dernières informations sur la région frappée par le tremblement de terre. Je pleure, nous dit cette femme, parce que je suis arménienne. Et comme tous les Arméniens, je suis terriblement triste. Il leur faut des habits, des couvertures, des colis de nourriture, ajoute cette autre femme en sanglotant. N'envoyez pas d'argent, il pourrait être détourné. Tous voudraient être là-bas, à Erevan, à Leniyakan ou à Spitak, près des leurs. Car malgré leurs prières, ils se sentent bien inutiles. En Arménie, dans les régions sinistrées, les opérations de dégagement se poursuivent, bien entendu. Le Premier ministre de l'Union soviétique, M. Rychkov, et M. Gorbatchev en personne sont venus taper du poing sur la table pour accélérer les opérations de secours. Du monde entier, du matériel, des médicaments et des équipes spécialisées continuent d'arriver sur place en Arménie, avec tous les risques que cela comporte. En effet, cet après-midi, un avion de transport soviétique s'est écrasé sur un aérodrome arménien avec 79 personnes à bord. Aucun survivant n'a été retrouvé. Pour autant, la politique et la répression policière ne perdent pas leurs droits. À Erevan, la capitale de l'Arménie soviétique, des militants défenseurs de la cause de la minorité arménienne d'Azerbaïdjan ont été arrêtés hier par la police et des manifestants qui défendaient leur cause ont été sévèrement matraqués. Valérie Fournier. 50 000 victimes, c'est le dernier bilan officiel, et plus de 12 000 blessés. Certains de ces blessés courent désormais le risque de périr faute de soins appropriés. À Erevan, la capitale d'Arménie soviétique, les médecins de cet unique hôpital n'ont pu accueillir que 500 blessés. Le manque de matériel approprié se fait cruellement sentir. Il n'y a que 3 reins artificiels pour des ensevelis qui ont tous besoin d'une dialyse. D'heure en heure, de nouvelles personnes sont retirées des décombres par les équipes internationales de secours venues du monde entier aider les soviétiques.
L'avion affrété par Médecins sans frontières est arrivé ce matin à Erevan. Un deuxième pourrait le suivre demain. D'autres sont déjà en partance avec des vivres, des couvertures et du matériel médical. Ce dont souffre actuellement l'Arménie soviétique, c'est du manque de coordination des secours. Je vous donne 24 heures pour être efficace, a déclaré lui-même le Premier ministre soviétique. Prenez des initiatives, a renchéri Mikhail Gorbatchev, qui a pu entendre les reproches et les récriminations des sinistrés. Qu'ont fait les responsables de l'Institut de géophysique? C'est eux les responsables. Où sont-ils? Ne pouvaient-ils pas prévoir tout ça? Et vous savez, on ne peut pas prévoir. Personne au monde ne peut prévoir de telles choses, même nous. Les sauveteurs français spécialisés ont réussi à sortir 60 personnes des décombres en une seule journée. La coopération française est déjà devenue légendaire, dit le commentateur de la télévision soviétique sur cette image de poignée de main. Au soir du 5e jour, après le tremblement de terre, malgré ses exploits, il reste peu de chances de sauver la plupart de ceux que l'on entend encore appeler sous les décombres. Solidarité internationale, vous venez de le constater, solidarité illustrée en France par l'action des pouvoirs publics. 3 détachements de la sécurité civile française sont déjà sur place, ainsi que des équipes de Médecins sans frontières ou de Médecins du Monde. Et puis, évidemment, mobilisation de la communauté arménienne de France, forte de 600 000 membres, et qui recueille tous les dons en médicaments, matériels, vêtements et contributions financières. Rémi Roche. Messe de Requiem à l'église arménienne de Paris, comme dans toutes les églises arméniennes de France, à la mémoire des victimes du séisme. Certains parmi les fidèles sont sans nouvelles de leur famille depuis la catastrophe. À côté de l'église, la cellule de crise de SOS Arménie, mise en place depuis mercredi. Collecte de vêtements, de nourriture, de matériel médical, mais surtout de chèques. La solidarité est en marche. Déjà 1 million de francs qui ne viennent pas seulement de la communauté arménienne. Je voudrais qu'on puisse sauver tout le monde. Vous êtes arménienne? Non, pas du tout. Mais les frontières, pour moi, n'existent pas. Nous sommes une goutte d'eau devant ce désastre et c'est la seule façon que nous exprimons notre présence auprès d'eux et on ne peut rien faire. Mon mari, j'espère, va pouvoir partir dès demain, étant donné qu'il est médecin, mais pour nous, c'est dramatique. Marseille et sa communauté de 80 000 Arméniens, la deuxième de France. Ici aussi, ce sentiment d'urgence, collecté et envoyé là-bas au plus vite aux cohortes de sans-abri menacées par le froid, la faim, peut-être bientôt les épidémies. Nous nous sentons vraiment utiles, vraiment frères et vraiment solidaires. Je suis née en France, mais quand on a du sang arménien dans les veines, ça ne s'explique pas. Un avion chargé de 23 tonnes de matériel est parti ce matin de l'aéroport de Marignane pour Yerevan. Un deuxième appareil doit décoller dans la soirée. Le maire de Marseille, Robert Vigourou, neurochirurgien réputé, devrait à son tour rejoindre l'Arménie demain à la tête d'une équipe de médecins et de marins-pompiers. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce terrible dossier ce soir. En France, la semaine qui s'annonce sera encore marquée par des grèves. S'adressant aux représentants du Parti socialiste réunis à Paris et qui ont décidé de ne pas relancer pour l'instant les discussions en vue des prochaines élections municipales avec le Parti communiste, le Premier ministre, M. Michel Rocard, a eu des mots très durs à propos de l'action de la CGT sans la nommer précisément, il faut le préciser. Il a parlé de la revendication obstinée de certains, de la démagogie qui consiste à faire croire que l'État peut trouver les ressources nécessaires pour attribuer une augmentation de 1 000 francs par mois pour tous, comme cela est demandé par la CGT à la RATP. Tout cela, a encore ajouté Michel Rocard, témoigne d'un double mépris pour les Français. Quant au Front National, il avait organisé à Paris aujourd'hui un défilé de quelques milliers de personnes entre l'Opéra et le Châtelet pour protester contre ces grèves à répétition dans le secteur public. Vous voyez sur ces images les militants du Front National défiler cet après-midi donc entre l'Opéra et le Châtelet contre les grèves dans le secteur public en France. Enfin, une phrase de M. Krasuki, le secrétaire général de la CGT, à propos de la situation sociale. Ce n'est pas le déluge, mais la marée montante. Les conflits actuels, a-t-il ajouté, sont loin d'être finis.
Voyons maintenant concrètement quel risque d'être la situation à partir de demain, à la fois dans les transports en commun, parisiens surtout, ainsi qu'au PTT et les menaces qui pèsent sur la SNCF. Françoise Joly. Trafic toujours perturbé à la RATP 5 jours après la signature de l'accord salarial. Demain, 3 lignes de métro seront encore fermées, d'autres n'assureront qu'un service réduit. Amélioration en revanche pour les usagers du RER avec un train sur 2 sur les lignes A et B. À l'origine de ces perturbations, le manque de matériel en état de marche, mais il faut compter aussi avec le personnel gréviste des ateliers d'entretien du métro. Demain sera une journée test pour la reprise du travail. Dans le meilleur des cas, plusieurs jours seront nécessaires pour que la RATP retrouve son rythme de croisière. Depuis quelques minutes et jusqu'à mercredi matin, la CGT a déposé un préavis de grève à la SNCF. La CGT réclame un rattrapage du pouvoir d'achat des cheminots, une façon de maintenir la pression alors que demain s'ouvrent de nouvelles négociations salariales à la SNCF. Lundi, le trafic devrait être normal sur l'ensemble du réseau ferroviaire, mais si la CGT ne s'estime pas satisfaite demain par les propositions de la direction, elle pourrait lancer un mot d'ordre de grève mardi. Des centres de tri toujours bloqués à Bastia et Ajaccio, la CGT et FO durcissent le mouvement. Au centre du conflit, des questions de promotion, de titularisation d'auxiliaires et l'octroi d'une prime. Enfin, à Marseille également, 3 centres de tri sont toujours occupés. Politique, un parfum rétro a entouré la réunion du Parti radical valoisien, celui de l'opposition. À l'image de ses frères ennemis du MRG, les Valoisiens de droite ont du mal à se mettre d'accord. Les radicaux de gauche avaient élu 2 présidents il y a 15 jours, faute de pouvoir les départager. Aujourd'hui, chez les Valoisiens, on a frisé la même solution avant d'élire M. Yves Galland au détriment de Didier Bariani. Véronique Saint-Olive, Christian Lévy. Je proclame Yves Galland président du Parti radical. Yves Galland, Didier Bariani, il a fallu 3 jours pour choisir entre un radical chiracien parisien et un chiracien radical parisien. Depuis vendredi soir, le congrès du Parti radical tourne en rond autour de l'épineuse question. Conciliabule, promesse, contre-promesse, l'affaire n'était pas simple. Vendredi soir, le congrès refuse à André Rossino de modifier les statuts pour se maintenir à son poste au-delà des 4 années réglementaires. À partir de là, tout se brouille. Les amis d'André Rossino, ulcérés du peu d'empressement de Didier Bariani à soutenir, comme il l'avait promis, la tentative de leur patron, crient vengeance. Du coup, ce matin, la cote d'Yves Galland remonte et son discours l'emporte à l'applaudimètre. Je souhaite que nous restions à l'UDF. Je ferai tout, si je suis élu, pour qu'il en soit ainsi. Tout simplement. Parce que c'est notre camp et qu'électoralement, l'UDF devrait être efficace pour notre parti comme nous sommes utiles à la Confédération. Mais il serait temps qu'ils comprennent que nous voulons être considérés et que le cartel électoral de la Confédération doit profiter à tous. Il serait temps qu'ils comprennent que nous n'accepterons plus d'être marginalisés. À droite donc, mais montrons nos biceps. Et puis fini le flirt avec les cousins MRG. Une nouvelle stratégie et toujours le même rêve, dépasser le stade du club de pensée pour devenir peut-être un jour une formation politique à part entière. Politique encore, il y avait plusieurs élections cantonales et législatives partielles aujourd'hui en France. Je n'ai pour l'instant qu'un seul résultat en Haute-Garonne. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Lionel Jospin, était candidat à un poste de conseiller général. Eh bien, il l'a emporté dès le premier tour avec 57% très exactement des voix. Après les cérémonies du 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, hier, les 2 plus célèbres invités de la France avaient décidé de passer un dimanche à Paris très différent l'un de l'autre. Séjour privé pour le physicien soviétique Andreï Sakharov, véritable visite officielle pour le Polonais Lech Walesa, avec au passage quelques réflexions et quelques coups de patte bien sentis. Gilles Rabin. Walesa, superstar dans les rues de Paris, boulevard des Italiens en fin de matinée, avant un déjeuner à la taverne Cronenbourg avec tous les leaders des syndicats français. Tous, sauf celui de la CGT, Henri Krasuki. Quand il est venu en Pologne, a expliqué Walesa, Krasuki ne m'a pas rendu visite, il avait sans doute perdu mon adresse à Gdansk. Il est venu à Gdansk, en Pologne, dans une période difficile sous la loi martiale. Et probablement il a eu un peu peur de cette situation de la loi martiale,
vidé ses poches et comme ça il a perdu mon adresse. C'est seulement ça la raison pour laquelle il ne m'a pas rencontré en Pologne. Tout au long de cette journée, Lech Walesa n'aura fait que monter et descendre des escaliers. CFDT, CFTC, CGC, FO, FEN, FNSEA, les syndicats de toutes obédiences politiques qui ont soutenu et soutiennent encore la lutte de Solidarność. Pas d'escalier au siège du PS, le salon des invités est au rez-de-chaussée. L'émotion, c'était ce matin, la messe, comme chaque dimanche pour Lech Walesa, quoi qu'il arrive. Paris est tellement beau, a-t-il dit, mais si matérialiste, je ne vois rien au-dessus de cette richesse matérielle. Je me trompe sans doute, aidez-moi à trouver l'esprit de Paris. Il y a au moins une bonne nouvelle du jour, ou plutôt de la nuit dernière, le départ réussi de la fusée Ariane 4 dont le lancement avait été reporté de 24 heures pour des raisons à la fois météorologiques et techniques. L'engin qui a été placé sur orbite est un satellite de télécommunications luxembourgeois qui entre en concurrence directe avec celui lancé très récemment par une même fusée Ariane, TDF-1, le satellite franco-allemand. Patrice Pellet. 3, 2, 1... Allumage, premier étage. Décollage. 1h33 heure de Paris, Ariane arrache ses 418 tonnes du pas de tir grâce à ses 8 moteurs. Ariane décolle ici dans une de ses versions les plus puissantes. Paramètres normaux. Le spectacle est superbe. Trajectoire normale. 18 minutes plus tard, les deux satellites, l'un militaire, Skynet, chargé de la reconnaissance maritime, l'autre de télévision directe, Astra, sont parfaitement satellisés à 36 000 km de la Terre. Séparation Astra. À l'intérieur du PC Jupiter, c'est la joie, surtout pour les propriétaires du satellite Astra, qui réalise ici une percée commerciale tout à fait remarquable. Astra sera en effet le concurrent direct de TDF-1 lancé il y a un mois. TDF-1 d'une qualité exceptionnelle, mais dont les canaux sont trop chers et qui n'a pour le moment qu'une seule chaîne à bord contre 10 pour Astra. Objectif commun des deux satellites, la conquête de l'Europe avec ses 400 millions de téléspectateurs potentiels, des programmes thématiques à diffuser et grâce à la publicité, beaucoup d'argent à gagner. Dans 2 mois, Astra devrait commencer ses émissions. La bataille de la télévision directe va faire rage, sur Terre comme dans l'espace. En marge de ce lancement d'un satellite de télévision, Jacques Lang, le ministre de la Culture, invité du forum RMC FR3 aujourd'hui, a déclaré « Je suis en faveur d'une télévision plus française, plus européenne », ajoutant « Je suis parfois humilié par le fait qu'à certaines heures, on ne voit que des séries américaines sur les télévisions françaises. Ce n'est pas acceptable », a-t-il conclu. « Je dis aux patrons des chaînes, faites votre boulot, servez la culture française ». C'est jeudi prochain que sera promulgué le décret d'application du revenu minimum d'insertion, voté à l'unanimité, il faut le dire, par le Parlement français. Le gouvernement veut ainsi aider, comme son nom l'indique, ceux de nos concitoyens qui sont totalement démunis à se réinsérer dans la société. Mais l'enquête que vous allez suivre maintenant le prouve. Pour quelques centaines de milliers d'entre eux, c'est déjà presque trop tard. On les appelle les SDF, sans domicile fixe, sans adresse. À nos reporters Delphine Delasselle et Pierre-Laurent Constant, ils confient leur lente dégringolade. Ils ne sont plus tout à fait comme les autres. On les appelle SDF, sans domicile fixe. Ni eux ni personne n'aurait pu prévoir ce qui est devenu leur vie quotidienne. Patrick, chauffeur toute catégorie, divorcé, un enfant, ne souhaite pas être identifié. Gérard, 12 ans manœuvre dans la même entreprise. Michel, divorcé, 4 enfants, 17 ans au service de la ville de Paris. Et enfin Bernard, divorcé, un enfant, sa spécialité, la menuiserie. J'ai exercé pendant 16 ans. Puis j'ai eu des tas de déboires. J'ai passé par le divorce, donc séparation de ma fille. Ensuite j'ai perdu 2 parents très chers. Et puis ensuite au niveau travail, j'avais plus ma confiance en moi-même. Puis je me suis mis comme beaucoup dans ces circonstances à boire.
J'ai dégringolé de l'échelle. J'ai toujours été habitué à travailler, où sans travail, j'avais mes parents, donc j'étais toujours à l'aise. Toujours, bon, ma fierté, j'ai toujours eu des voitures, toujours bien habillé, toujours... Puis du jour au lendemain dégringolé. Ben, on n'ose pas frapper aux portes, hein. Surtout dans la ville natale, où j'étais quand même, disons, relativement connu. Tout a basculé, oui. Et sans moi, personnellement, vouloir remonter la pente. Je me suis laissé aller. Pendant 10 ans, Bernard a travaillé dans 7 entreprises. Madame Bastide le connaissait bien. C'est pas du tout un marginal. C'est quelqu'un de très sérieux dans son travail. Je veux dire qu'il n'a jamais manqué, il était toujours ponctuel à l'heure. Et puis la situation s'est dégradée petit à petit. Il a commencé à boire un petit peu plus. Et puis on arrivait à un stade où, bon, bah, pour nous, ça devenait dangereux vis-à-vis des clients, hein, parce qu'il pouvait avoir un accident avec les élévateurs. Et donc on l'a convoqué, on a essayé de discuter avec lui, de lui faire reconnaître son problème. Il n'a pas voulu l'admettre, il nous a dit ben, renvoyez-moi, mais au bout de 10 ans c'était pas facile. Et bon, ben, ça s'est terminé comme ça. La fierté, l'orgueil, très dur. De voir les petits-enfants que ça peut être ma fille qui nous donne une pièce dans la main, c'est très dur. Moi, je pourrais pas aller faire la manche à Jean. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Mais moi, à Agen, je suis un autre homme. Je me sens bien, vous voyez. Mais pour aller faire la Manche, il faut avoir bien un coup. C'est sûr et certain. Hein. Je peux remercier tous les marchés de Melun. Les marchés. Les commerçants de Melun, ils nous donnent tout. On va à la mairie. Bon, là, j'ai un bon de pain. Là, cette semaine, je sais pas pourquoi, il y en a eu 2. J'ai eu de la chance. Elle nous prend pour des clochards. Maintenant, ils ne me considèrent pas comme un clochard. Hein. Moi, j'ai été pris en charge par la DAS pendant 6 mois, à de Corbeil. Et ils venaient m'emmerder, ma vie privée. Ils venaient à n'importe quelle heure, à 10h, 11h du soir, ils venaient. Ben, on n'est plus libre. Moi, j'aime bien la liberté, c'est normal. Mais c'est comme des hommes, quand même, on n'est pas des chiens. La DAS, moi, je trouve que c'est très bien. Mais je trouve que leur principe, ils devraient quand même, comment dire, changer leur principe. Il y a des blocages administratifs qui peuvent conduire certaines personnes, pas toutes, à une destruction interne, en quelque sorte. Et ce qui fait qu'il y a un moment donné où cette destruction a un caractère irréversible. Et ce qu'il serait nécessaire, c'est que cette sorte de lente déchéance puisse être contrecarrée par une sorte de solidarité née de la vie associative, par exemple, quand c'est possible. Les exemples, tels que celui que nous venons de vous montrer, se comptent par centaines de milliers en France. Dans certaines régions, la population des sans-logis augmente de 50% tous les 3 ans. La pauvreté, c'est avant tout une manière d'être, de vivre, caractérisée par l'attente, les privations, la mauvaise santé et l'angoisse, mais aussi la solidarité et l'instinct de survie. Le président de la République, M. François Mitterrand, se rendra demain à Belfort où il viendra étudier sur le terrain la mise en place de ce revenu minimum d'insertion, ce département étant considéré comme pilote pour la mise en application de ce système. Après l'évocation d'une actualité plutôt dure, il faut bien le dire, ce dimanche, 2 reportages inattendus, ça j'en suis sûr. Le premier est au vrai sens du terme une bouffée d'oxygène à avaler sur le coin d'un comptoir de bars spécialisés qui viennent d'être créés à Tokyo, Japon. Ici, dans ce restaurant de Shibuya à Tokyo, au moindre signe de fatigue, chaque consommateur peut interrompre son repas et un masque à oxygène sur le nez se refaire une santé pendant quelques minutes. Cela n'engage à rien et cela fait très classe. Toujours à Tokyo, un grand magasin a même été plus loin. Il vient d'ouvrir un bar à oxygène. La recette est simple.
le barman dépose quelques gouttes de parfum au choix, café, citron, orange ou matsutake, c'est-à-dire champignons japonais. Il appuie sur la clé et c'est parti. Dans son verre en forme de masque, le consommateur ou la consommatrice respire, inhale, déguste pour tout dire l'oxygène aromatisé. Et le barman est bien content. Chaque jour, explique-t-il, ce bar accueille beaucoup de monde. Dans ce quartier, il existe beaucoup de bureaux, donc beaucoup de clients. Et puis, dit-il, les clients peuvent aussi acheter de l'oxygène en conserve pour consommer chez eux. Ce petit ballon d'oxygène sur le pouce, vite fait, bien fait, combien coûte-t-il? 4,50 francs les 3 minutes. Et comme disent les Japonais, oishi, c'est bon, et cela fait du bien aux poumons. Oui, il ne faut pas manquer d'air non plus pour proposer ces réveillons surprises présentés par des agences de voyage qui veulent nous dépayser à tout prix. José Blanc-Lapierre, Franck Brisset. Que ferez-vous pour le réveillon? Pour 3 millions de Français, le choix est fait. Ils feront un voyage. 500 000 d'entre eux iront à l'étranger, poussés par le désir d'être ce jour-là le plus loin possible. Comme si cette date fatidique faisait peur. Pour ce jour, pas comme les autres, toutes les raisons sont bonnes pour boucler ses valises. Pour changer d'année en changeant de climat. Le soleil, c'est de bon augure. Rechercher le soleil, mais aussi faire la fête, même avec des gens que l'on ne connaît pas. J'ai choisi de faire un banquet médiéval à la Chapelle-en-Bellois. Mes enfants n'étant pas disponibles, mon mari travaillant. J'ai estimé que j'avais le droit de me distraire, participer avec les autres. Petit ou grand voyage, pour le 31, il faut marquer le coup. Et certains voyagistes se creusent la tête pour trouver l'oiseau rare. Alors cette année, je leur propose, en plus de tous les réveillons traditionnels comme Vienne, Salzbourg, Munich, je leur propose également New York. J'ai choisi en plus de les envoyer en Concorde à New York. Peut-être parce que j'ai toujours rêvé de prendre le Concorde et je crois que je ne suis pas le seul. Ce qui fait que je suis étonné, c'est cher mais ça marche. 41 000 francs pour 4 jours. 15 personnes se sont déjà inscrites, parfois pour échapper à la solitude. C'est une fin d'année toute seule, ce n'est pas agréable, il vaut mieux la passer en compagnie. J'ai pensé que le prix que je dépense dans mon voyage, il vaut mieux que je l'ai en souvenir plutôt qu'à mon compte en banque. C'est un plaisir que je m'offre. Certains voyagent, d'autres se déguisent. Il y a aussi ceux qui n'en parlent pas. Mais cette année encore, le 31 décembre ne laissera personne indifférent. Le sport pour terminer, une magnifique victoire en slalom à Madonna di Campiglio pour le superbe skieur italien Alberto Tomba. Jean-Paul Olivier. Tomba sur son nuage. Il se laisse glisser de porte en porte, poussé, soutenu, porté par les acclamations de son public. Il sait qu'il joue gros, très gros, après ses 2 échecs de Val Thorens et de Sestriere. Mais il lui faut être vraiment très fort pour résister à une telle pression. La neige est dure, Tomba réussit le meilleur temps sur chacun des 2 tracés. Double champion olympique, il accusait ces dernières semaines 3 kilos d'excédent sur la bascule. Rien ne le gêne, rien ne l'ennuie. Qui veut se mesurer à lui? Les candidats sont déjà, dit-on, en retrait. Il y avait un tiercé aujourd'hui et un quarté. Vous allez voir que les jours se suivent et ne se ressemblent pas forcément, comme dit le dicton des turfistes. Hier, le tiercé et le quarté rapportaient gros. Aujourd'hui, pas très gros. 9, 6, 3, 465 francs et 91 francs dans un ordre différent. Et puis pour ce qui concerne le tiercé, vous rajoutez le 13 et ça rapporte 2000... Pour le quarté, pardon, vous rajoutez le 13 et vous gagnez 2102 francs. Voilà, ce journal est terminé. Tout de suite après le générique, vous aurez la météo avec José Blanc-Lapierre. Dernier journal aux environs de 23h15 avec Philippe Gassot. Et puis demain soir, ici même, vous retrouverez à 20h Christine Ockrent. Quant à moi et toute l'équipe du week-end, nous vous souhaitons une excellente semaine. À samedi prochain. Bonsoir.